Aujourd'hui, on est bling bling, hein, les gars. C'est Lamine Yamal. Salut à tous, guys. Captain Mali, encore pour vous. Aujourd'hui, on est avec un grand champion. Moi, je me demande si humble et champion vont dans la même phrase. Mais en tout cas, voilà, Ismaël me laisse porter toutes ces médailles. Voilà, au lieu de les porter lui-même. Moi, je trouve que déjà ça, c'est un signe de beaucoup d'humilité. Et on a l'honneur de le recevoir dans les escapades. Intro. Alors, guys, on est avec Ismaël Coulibaly, notre champion olympique, notre champion de taekwondo, notre champion mondial. Yes. Bonjour, champion. Ça va? Ça va, Yaral? Ça va tranquillement. Donc, on va mixer, on va parler en bambara, en français, parce que moi, autant de pas à chaque fois, le podcast, c'est pendant. Voilà, maintenant, tu vois, mon là, quand le podcast, c'est un cadeau, mais regarde, français. Ah, super. C'est comment, champion? Ça va, alhamdoulilah. Voilà, ça va tranquillement. Ça va, merci. Dieu merci. Alors, sois le bienvenu chez nous ici et chez toi. Donc, j'aimerais déjà que tu te présentes à notre audience. Voilà, il est taekwondo d'amener Warati Mouna et puis il est région follow déjà de base. Donc, c'est la personne qui fait le taekwondo. C'est vrai. Bon, avant de commencer, moi je suis Ismaël Coulibaly, double médaille mondiale du Mali, comme Daba Modibo. Mais moi j'ai fait bronze, lui il a fait or. Et champion d'Afrique, vainqueur des Jeux africains. Et le seul médaillé des Grands Prix. Les Grands Prix, c'est une compétition qui est dédiée aux 30 meilleurs mondiaux. Donc je suis le seul détenteur de ce titre-là au Mali. Et bon, pas mal de titres, comme il y a photo, il y a beaucoup d'autres qui sont derrière. Et tout d'abord, avant de commencer à présenter tout ça, je souhaite quand même à te saluer, Steve, parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît et ça fait un petit moment qu'on s'entraîne ensemble. Et ça fait énormément plaisir de voir aussi que tu as le studio qu'il faut pour pouvoir interviewer certaines personnes importantes et leur montrer au peuple malien qu'à Mali, il y a d'autres personnes aussi. Et puis tu as d'autres personnages aussi qui n'est pas que le sport. Le sport, c'est vrai. Donc ça fait plaisir. Je te remercie pour ça, pour l'invitation surtout. Je tiens à souligner qu'Ismaël passe son temps à me frapper. Voilà. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Non, même pas. On prend plaisir. Et franchement, t'es un bon gars. C'est pour ça que je vais m'entraîner sur toi, avec toi. Et je tiens à saluer toute ton équipe et le travail que tu fais. Merci beaucoup, champion. Je t'en prie. Alors, dis-moi, double médaillé olympique, ça c'est pas rien. Mondial. Double médaille mondiale, ouais. C'est mondial plutôt. Exact. Ça c'est pas rien. Et médaille, tu as été, on dit médaille olympique ou on dit... Non, pas médaille olympique. Pour le moment, j'ai pas de médaille olympique. C'est le seul médaille qui me manque en plus. Super, donc on va sur les horizons 2028, non? Non, ouais, exactement. 2028. Elle est, Inch'Allah. Du coup, en tout cas, avec la préparation, je pense que ça promet. Ouais, je pense. Alors, bro, quand est-ce que tu as commencé le taekwondo? Bon, les taekwondo d'amener tout petit, hein. Quoi, à l'âge de 5 ans, 4 à 6 ans, nous, qu'on a là. Wow. Ouais, et quand je faisais le taekwondo, avant même de commencer le taekwondo, en tous mes sports, il faut natation surtout. Wow. Je partais tout le temps à la piscine. Tu savais nager à cet âge? Ah, de ouf. J'étais une pipelette. Tout le temps, je parlais piscine. Et après, j'ai essayé d'autres sports aussi. Tennis, ouais. Ça, on dirait pas du tout. Et je suis resté longtemps dans le tennis en plus. Hein. Ah ouais? Tennis et basket. Parce que on est sport, donc on était à quoi? Même pas 10 minutes de stade. Ok, et donc il y avait maintenant ou bien avec Misra. Ok. Le papa il travaillait au stade, donc c'était plus accessible. Donc on partait pendant les vacances, c'était que sport, tous les jours sport. Ouais. Donc ça passe, c'est pas aujourd'hui ça a commencé quoi. Ouais. Donc on était grâce à mon entraîneur, Idrissa Coulibaly. Et faut que ça parce que ça va vous demander au Mali. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est le même entraîneur que Makoussi?
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais lui, je pense qu'elle a mentionné le nom, mais je ne sais pas. Non. Mako s'est pas entraîné chez nous, mais c'est à peu près les mêmes canaux, tu vois vu. Donc, Ewati dans l'équipe nationale, tu mets un entraîneur bolo. Donc, c'est un damadon qui est équipe nationale et après, sur la Falenka, Ibrahim Yang Blanola. D'accord. Donc, aller les camarades, taekwondo don. Ka taekwondo kanu ka se ka fɛn caman kɛ mais n kɔrɔkɛw fɛnɛ tun bɛ taekwondo kɛ donc n tun bɛ t'olu lajɛ entraînement ni fɛnw na après don dɔ la n yɛrɛ nana ye bon est ce que n tɛ taa lajɛ ka taa dɔɔni kɛ k'a lajɛ ka essayer bon essayer di ninnu kɔnɔna de la tu vois j'ai kiffé le truc et puis je suis resté dedans. Wow. Ça c'est super. Donc franchement, famille ko de no on fait non quoi. Exactement. Famille kɔrɔkɛw bɛɛ y'a bila après olu ma mère kɔnɔna la u bɛɛ y'a bila après ne nana j'ai pris le relais, je suis resté pendant jusqu'à aujourd'hui quoi. Donc en fait, on est motivé, t'as pas. Ouais, je comprends un peu. Parce que moi, non, c'est un déclic qui vient de quelque part. Exactement. Toi, en fait, c'est comme si il depuis tout le temps en fait. C'est ça. Super. Et après ça, qu'est-ce qui t'a amené Mounato et continuer à Emma Blaine à photo? Bon, comme il y a photo dans mes anciennes interviews, et la compétition follow junior là, ma mère n'était pas au courant, ma famille n'était pas au courant. Et puis, le truc, c'est qu'on avait des grands frères qui étaient tellement forts. Il y avait tourner quoi. Je te jure. Et on avait des exemples comme Mustafa, lui il est aux États-Unis maintenant, Omar Sissé, Ismaël Traoré. Ismaël Traoré, pour signaler, c'est le premier champion d'Afrique du Mali dans le taekwondo. Tout premier champion d'Afrique. Bon, allez, Kofé. D'abord Fenekera champion d'Afrique parce que lui a combat au poids lourd donc d'abord champion d'Afrique et après les autres ont suivi et j'avais un autre grand frère qui était dans le même club que moi, lui aussi a été champion d'Afrique, un sacré champion, un frappeur. Tu sais quand t'as des joueurs comme ça là, ni nous on se trouve entraîner, non, je te jure d'être à un certain niveau, t'es obligé parce que Omar Sissé lui il tapait fort, il avait des jambes de footeux mon gars. Quand il te mettait des coups de pied, toi, ton avant-bras même résonnait. Donc, on était obligé et on était obligé de suivre de prendre le relais et d'être champion. Parce que eux, quand ils s'entraînaient, c'était pas des lol. Tu vois, ils s'entraînaient vraiment dur et fort. Et quand ils partaient dans les compétitions, on voyait qu'ils ramenaient tout le temps des médailles. Tout le temps des médailles. T'as vu? Et c'est des exemples frappants qui nous disent que nous, on ne peut pas rester bradouille, toi. On ne peut pas être très lâche. Les grands frères ne peuvent pas être à un certain niveau. Et que dans nous, un clair, à Fouarouille, t'as vu? Donc, c'est ça qui, franchement, qui nous a, moi personnellement, qui m'a motivé. Parce que moi, il y a mon ami, et puis ça te donne plus de courage. Ah oui, pousser à ta niveau. Exactement. En fait. Compétition. Très bien. Moi, je dirais même pas plus Kéléa, mais en fait, compétition. Bon, c'est un Bambara Kéléa, tu vois. Donc, il y a Kéléa, et franchement, ça a marché. Ça a marché. Bon, Omar Sissé, c'est le premier. Lui aussi, c'est le premier qui a frappé un Coréen jusqu'à ce qu'il a pleuré. Pleuré? Je te jure, au championnat du monde, il a tellement mal frappé le Coréen. Il a pleuré de frustration. De frustration, il voulait même se suicider ce gars. Ah ouais, parce que les Coréens, les Japonais, c'est pas. Non, c'est pour signaler que le taekwondo a été créé en Corée. Ah ouais, et un Malien. Un Malien bat le Coréen au premier tour au championnat du monde. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il va filmer là. Non. C'est pas possible. Ça, c'est comme Vandamme qui va battre les. Exactement, les bolos, les en Thaïlande, tout ça. Exactement. Je te jure. Quand lui, il a fait ça, c'est des exploits que nous, on a suivis derrière, qu'on s'est dit non, faut être ces grands-là. Avec la volonté, le travail qu'on fait, fait. Et puis, tu montres ce que tu as envie de montrer. Si tu t'échoues dessus, donc nous on était obligés de montrer que nous on veut venir travailler et puis être quelqu'un dans ce sport-là. Voilà. Exactement. Mais il y a compétition junior follow, comment ça s'est passé?
Bon, junior follow là, ne combat d'âme, ne tira. Final là, ni un club là dedans, mais c'était un combat serré. Et c'est pour signaler encore ce jour-là, ma famille n'était pas au courant. Ni un kimono tadron, j'ai jeté mes kimonos par la fenêtre, j'ai demandé. Et à un moment, il y en a un bidroudian, on met à stade dans le sport là. Parce que c'est à côté. Elle sait ça, alors que compétition, mais il n'y a pas de brûler. Et du coup, 250. Et Soutrama, tu as sur place même des boulars, tu as faux garde là. Ok. Tu as Soutrama, parce que nous, 250 bêtes, j'allais saler. Exactement. Les deux ans, il fallait mettre en sport là. Tu sais, elle m'a demandé. Donc, elle m'a fait confiance, elle a passé les 250. Je suis parti. Quand je suis arrivé en retard parce que nous étions rodés. Donc, entraîneur fait là, check à clair en pini. Et voilà, t'es né ni tu viens on a tu devais boula là, t'es rodé. Voilà que tu avais quel âge? Non, j'étais jeune là. J'avais quoi? Combien j'avais même 14 ans ou 13 ans comme ça. Ah ouais. Voilà. Et quand je suis arrivé, j'étais en pleurs. Je connaissais pas. C'était la toute première fois. Je dis, moi je vais perdre mon combat. C'est ça qui me stressait. Je dis, je vais perdre mon combat. Comment je vais faire? Je vais perdre mon combat. Et je suis en retard. Je suis arrivé. Et j'arrive. Lui il me punit déjà. Il me dit, ouais, t'es en retard. Il savait pas que la famille n'était pas au courant, que c'était compliqué. Mais non, chez toi, la famille, est-ce qu'il y avait un souci? Pourquoi ils étaient pas au courant? Non, le souci c'est que ma maman, elle voulait plus. Elle voulait plus parce qu'elle me disait, ouais, tu commences à chuter les moyennes, machin, donc reste concentré pour l'école et tout ça. J'ai dit, maman, oui, d'accord. Donc, ces jours-là, il y a une compétition assez nette, sur les gars, ça a sur le machin. Il y a kimono, il est voilà, il y a kimono, il est ici, ça a été drôle. T'as drôle, ça, non. Donc, qu'on fait? Compétition donc ça, il y a la bonne fenêtre de fait. Quand faut deux ramener, quand ça va récupérer au boulot, quand on a cherché ni ne, quand pour les faux garder là. Voilà, quand je me rappelle de ce jour-là, moi je rigole tout seul. Non, mais est-ce que toi, au Warati, quand tu étais jeune, tu étais de nature bagarreur ou tu étais acharné? Non, moi j'étais plus acharné. Mais tu vois, nous dans notre quartier, vu qu'on est né à Missira, t'es obligé de te battre. C'est la jungle. T'es vraiment obligé, tu vois. Déjà, avant de te dire que je suis un garçon respectueux, je respectais tout le monde, tu vois, j'avais pas de problème. Mais souvent, t'es obligé. T'es obligé d'envoyer les coups pour te faire respecter, tu vois, parce que quartier, surtout agir la carte, même indépendamment un peu du quartier à cet âge, les jeunes entre nous, c'est pas très... la communication, c'est surtout par les points. Je te jure, c'est par les points. Beaucoup d'émotions. Non, c'est par les points. Soit tu pars à l'école, l'autre il va t'embêter, ça termine toujours par les points. Mais voilà, nous, avec ce sport-là, Dieu merci, tu es canalisé. Voilà, on m'a fait. Donc, ça nous a permis d'être qui on est aujourd'hui, franchement. Super. Après, c'est important de souligner parce que Missira, la zone, il y a plein de jeunes qui tombent dans la drogue, qui tombent dans la délinquance. Exactement. C'est pas pour Missira tant. Non, c'est pas du tout ça. C'est pour montrer le contraire même que nous sommes des exemples. Au jour d'aujourd'hui, ma génération, il y en a pas mal qui ont progressé, qui ont fait autre chose. Donc, elle a mérié. Tu vois, exactement. Tu vois l'importance de la chose. Ce groupe-là, un bec mais fin gagnant on fait, mais si tu vois que tout le monde a progressé, c'est qu'il y a un suivi derrière. C'est vrai. T'as vu? Et nous, notre cas, c'était le sport. Comme moi, Omar Sissé, Toumani Diabaté et Boubacar Djabi, tout ça là, Ouloubé, sport de quai. Mais un bec mais quel est? Mais un bec là, sport in état. Sport in Nyanambema, Kambo, Sira Djouga. T'as vu? Sinon, tout ce que tu dis là, Misra, Baradi, Bozola, Menekura, la violence, souvent, elle est là, quoi. Et tout ce qui est drogue, tout ça, c'est plus facile. C'est présent, c'est plus facile, mais voilà, pour ne pas tomber dans ça, on a choisi de se concentrer, d'être focus. Et puis, en entraîneur, pour être focus, parce que vous comptez sur la mais t'as week-end, on regardait la télé, tout ça. Donc, ça ne nous permettait pas de. Après, il faut vraiment faire dans là, en fait. C'était un peu fait exprès. Exactement. Et puis, même pour apprendre à boxer, c'est lui qui m'a appris à boxer. Ah ouais? Je te jure, depuis à cet âge-là, l'anglaise, tout ça, c'est lui. Ah ouais, donc, ok, je comprends. C'est lui. Depuis à l'âge de 14 ans, on fait l'anglaise. Parce que lui, c'était un boxeur. Ah ouais. C'était un grand boxeur, mais il a arrêté.
au taekwondo là. Ouais. Et quand il a arrêté, mais de temps en temps, il nous allumait. À la maison. Oh non, il a fait du bon taf. En tout cas, avec l'anglaise que tu as, il a fait du bon taf. C'est lui. Il a fait du bon taf. Et après ça, déjà, qu'est-ce que tu as étudié? Parce que j'ai vu que les parents étaient quand même focus sur les études. Ouais. C'est très important. Bon, études là, un lettre, ok, genre, je suis allé jusqu'à niveau bac, après bac, j'ai continué un peu, j'ai fait un peu de lettres. Après, je me suis dit, bon, vas-y. Je vais essayer aussi d'apprendre tout ce qui est travaux, réparations, tout ça. Je suis reparti encore sur les SICA. Essayer de faire pas mal de choses dans le niveau mécanique. Professionnel, tout ça. Exactement, dans le niveau mécanique et tout ça. Après, le sport a pris dessus. Quand j'ai eu ma bourse, quand j'ai eu ma bourse olympique, je suis parti. Donc avec la bourse. Pour quel pays ça? Pour la France. Quand j'ai eu ma bourse olympique, je suis parti en France et c'est de là-bas je suis resté à Montpellier pendant 6 ans. Et après, voilà. Les choses ont recommencé à repartir encore avec les résultats, les Jeux Olympiques, tout ça. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Justement, c'est de ça dont on va vous parler, les gars. Et par rapport à ça, une bourse olympique, ça fonctionne comment? Comment tu as eu une bourse olympique et ça consiste en quoi exactement? C'est des études, c'est que du sport, c'est les deux? C'est comme aux États-Unis, parce que ça, je connais bien. Là-bas, quand tu es sponsorisé par une école, tu fais des études et tu as un très grand temps de sport. Et c'est quasiment le sport qui paye pour tes études. Donc la bourse olympique, ça fonctionne comment? La bourse olympique malienne et tout ce que nous on a ici, c'est pas la même chose comme la fonctionnalité des Américains. En fait, nous on a une bourse olympique. Déjà, avant d'avoir une bourse olympique, il y a un résultat c'est qu'à bourse sur. T'as vu? Et résultats sportifs. Non, sportifs. Par exemple, avant d'être boursier, j'ai été médaillé au championnat du monde 2011 en Corée. J'ai été 3e mondial. Et après, j'ai été aux Jeux africains, Maputo, Brazza. Et non, Maputo d'abord, j'ai fait bronze. Et après Maputo, au championnat d'Afrique, j'ai fait argent. Je perds en finale contre un Tunisien parce que c'était en Tunisie. Donc, avec tous ces résultats-là, le comité olympique décide et regarde est-ce que tel athlète ne mérite pas d'aller aux Jeux olympiques, d'accompagner, pourquoi il part chercher à ta qualification chercher la médaille de exactement, sera qualifié quand tu as les Jeux olympiques là. Donc c'est dans ce canal-là où c'est qu'il y a bourse olympique doit dire pour aller te préparer. Et ces bourses olympiques, souvent, ça peut évoluer, ça dépend des athlètes. Il sait qu'il y a 1200 euros dollars ou il sait qu'il y a ça dépend en fait. Ça dépend de toi, ce que tu as fait et comment tu es ranké. Pour que ranking là, c'est le classement mondial. D'accord. Toi, tu étais ranké combien? J'étais bien ranké. Je me rappelle que quand je faisais 74 kilos, parce que avant de partir, je faisais 74, et je suis parti, j'étais vraiment à mon prime, j'étais numéro 2 mondial. Wow. Numéro 2, numéro 3 mondial. Ça, c'était après combien de compétitions? C'est beaucoup de compétitions. Pendant la période de 2015 jusqu'à 2017, non, de 2014 jusqu'à 2017, c'est dans ce temps-là que j'ai eu à monter de ranking parce que j'ai refait encore 2 fois de 2015 en Russie, 3e mondial. Donc, ce qui fait que quand tu fais des podiums comme ça dans le rang mondial, et tu as des classements qui vont monter. Donc, tu montes en classement. Donc, plus tu gagnes, plus le classement monte. Exactement. Plus tu gagnes, parce que le championnat du monde, c'est vraiment le plus haut truc de la compétition, après les Jeux Olympiques. D'accord? Quand tu fais podium au championnat du monde, tu prends beaucoup de points. Donc quand tu prends beaucoup de points dans le classement, tu montes. Tu montes. C'est pour ça même, je t'ai dit que dans les 30 meilleurs mondiaux, on invite les 30 meilleurs mondiaux à aller combattre. Pour, le premier, il a 5 000 $, le deuxième, il a 3 000 et les troisièmes, ils ont 1 000 $. Donc c'est dans ce compétition-là que j'ai dit que je suis le seul à avoir ce titre-là, le Grand Prix. Ça, c'est un Grand Prix. Tu as eu quelle médaille? Médaille de bronze. Pour une première.
Super. T'as vu? Super. Et ces jours-là, j'avais pas de coach. J'étais avec l'ancien, celui qui est notre président aujourd'hui, qui était le DTN. Et j'étais avec lui. Et c'était un peu voilà, compliqué. Et je suis tombé malade même ce jour-là. Parce qu'il est né Jimmy. Ça m'a donné diarrhée toute la journée. Wow. Je te jure. Et ça te déshydrate juste avant une compétition? Laisse tomber, j'avais la chasse toute la journée. Wow. Et dis-toi que j'ai sorti des grosses têtes ce jour-là. Les gens ils se rappellent pas, les gens ils connaissent pas les têtes, mais j'ai sorti des gros champions. Celui qui était champion, qui a fait médaille d'argent au championnat du monde en tant que moi. Et il s'appelle Damon Samsung, c'est un Anglais. Okay. Je le sors premier tour. Je pensais que tu allais dire c'est un Coréen. Non, Damon Samsung, c'est un Anglais. Il était très très bon. Wow. Il était très très fort. Je le sors premier tour. Écoute, premier tour. Et deuxième tour, je prends un Chinois qui était aussi bien classé, qui a été médaillé au championnat du monde. Lui aussi, je le sors étant malade. Je te jure, je le sors étant malade. Et les gens, ils étaient là. Waouh. Et je perds en demi-finale contre un Anglais qui a changé de nationalité, Aaron Cook. Je perds combat, il me met un coup à la tête, je tombe, et l'arbitre arrête de combat alors que j'étais pas sonné, j'étais pas KO, t'as vu? Donc il arrête le combat, et puis voilà, je sors médaille bronze. Et après lui, il perd derrière contre l'Ivoirien Cheikh Cissé. Cheikh Cissé était dans la même catégorie que moi. Ah ouais? Mais on s'est jamais croisés. Oh là là, malheureusement. je dis malheureusement quand même. On s'est jamais croisés. Parce que nous, franchement, quand on était dans notre prime, lui aussi, il était un peu loin. Du coup, il est monté. C'est à cette époque-là, il commençait vraiment à monter et qu'il a eu sa place pour les Jeux Olympiques. On était dans la même catégorie aussi. Pour revenir aux bourses olympiques, je vais t'expliquer ça. La bourse olympique, c'est que on nous donne la chance d'aller préparer les qualifs. Les qualifs, c'est que qualification continentale B, qualification mondiale B, et qualification par points. Ça, c'est mondial. Parce que si tu es dans le ranking, tu peux te qualifier facilement. Mais maintenant, il y a deux catégories. Il y a une catégorie ordinaire et la catégorie olympique. La catégorie olympique, il y a moins de 80. Mais quand c'est catégorie ordinaire, c'est les 74 et tout ça. Donc moi, je combattais à 74. Quand je bascule sur l'autre côté, moins de 80, il y a des rankings déjà qui sont devant. Donc, je n'ai pas eu la chance de me qualifier par les points. Donc, j'étais obligé de venir Ton ranking en 74 ne comptait plus dans ce ranking-là, en fait. Exactement. Même s'il le balançait, tu trouvais qu'il y avait des têtes déjà. Mais j'étais dans cette catégorie. Exactement. Tu vois, j'étais même bien classé que certaines personnes de cette catégorie. T'as vu? Donc quand je suis parti au Calife en 2016 au Maroc, encore une fois, le premier à passer cette cape-là. Il n'y avait jamais eu de boursier qui s'est qualifié du Mali. Jamais. Et je viens, Dieu fait grâce, je passe. Il y a une qualification sur le Maroc. Et après, on a sur à Montpellier, à joué là-bas. Ok. Mais pourquoi ça fait 6 ans? C'est quoi la durée d'une bourse olympique? La durée d'une bourse olympique, c'est 4 ans en fait. C'est 4 ans, mais moi je suis resté 6 ans là-bas parce que après la bourse olympique, je suis resté à Montpellier. Montpellier, franchement, ça a été vraiment... Ça t'a bien accueilli, hein? De ouf, vraiment. Je peux pas mal parler d'eux. Franchement, je peux pas. Parce que je me rappelle qu'il y a eu des situations d'Okera, c'était très embarrassant et que ils m'ont soutenu parce que Bourse tout mène en retard là souvent, t'as vu. Quand ça vient en retard, c'est Montpellier qui payait, c'est Montpellier qui gérait ma maison. Et tu sais que la vie de France, c'est pas facile. Et ni c'est la étape tu vois, tu peux pas compter sur les... C'est difficile de soutenir quelqu'un qui vit en France. Exactement. Quand tu as de la famille au Mali, quand tu n'as pas de travail là-bas, c'est chaud. C'est très compliqué. C'est chaud. Donc quand tu pars pour le sport, c'est compliqué. Donc Montpellier, sur ça, je peux vraiment pas le... Tu sais qu'à Toro du Goufoum, et ils étaient là pour moi, ils m'ont aidé, ils m'ont vraiment aidé jusqu'au Calife. Et j'ai été même 2 fois citoyen d'honneur de Montpellier. Au jour d'aujourd'hui, tu pars voir leur archive, tu vois mon nom. Mais comment tu deviens citoyen d'honneur? Genre, tu faisais tout ce que tu devais faire, tu contribuais? Non, pas forcément. En vrai, on représentait Montpellier.
Ok. Dignement, en vrai, dans les compétitions, par exemple, comme je t'ai dit, 2015, j'ai été 3e mondial. Quand on est revenu, on est parti, le maire nous a reçus, nous a félicités. Ouais. Et quand j'ai eu ma qualification pour les Jeux Olympiques, ils ont regroupé tous les qualifiés des Jeux Olympiques qui s'entraînent à Montpellier. Ils ont tous décoré. Moi, c'est un aspect sur lequel je voulais qu'on parle, mais pas directement. C'est en fait la reconnaissance envers les sportifs et ceux qui contribuent au sport. En fait, je pense que qu'est-ce que toi tu penses déjà de la différence entre le modèle malien et le modèle français? Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. En fait, le Mali, il y a trop de favoritisme, on va dire. C'est que au Mali, le problème, c'est que on reconnaît pas ses propres enfants. Tu vois ce que je veux dire? Les enfants du Mali ne sont pas reconnus. En temps, il y a rien fait quoi. C'est vrai. Sinon, nama il y a rien fait. On va valoriser que c'est dégré les autres n'auront pas le choix que de nous respecter. Exactement. Les autres n'auront pas le choix que de nous respecter. Mais nous, on est plus respectés à l'extérieur que chez nous-mêmes. C'est vrai. Tu vois, le problème, c'est que moi, depuis que j'ai connu mes performances, j'ai jamais été décoré au Mali. Wow. Comment je peux imaginer ça? 3e mondial 2 fois pour le Mali. 3e mondial 2 fois. Wow. Jamais. Champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Jeux africains, je l'ai. Médaille d'or. Championnat d'Afrique, je l'ai. Tout ce qui est Afrique, les médailles que tu cherches, j'ai. Non, mais la technique, Moussa, il faut prendre le temps de cette partie-là. Ça, il faut que ça sorte parce que la réalité, c'est que tu n'es pas le seul. En réalité, de tous les sportifs que j'ai accueillis ici, qui ont performé à l'extérieur, qui ont performé mondialement, Sora par exemple, il n'y a que Makou en fait qui a eu un peu de reconnaissance de feu président. C'est ça. Mais les autres, je ne sais pas. Et Daba Modibo aussi. Daba Modibo, ça c'est plus des marques, c'est Petrobama, c'est les marques qui l'ont mis en avant. Non, mais je pense que même lui a été reçu par le président. D'accord. Il a été reçu. Mais moi, le problème, c'est que quand j'ai été 3e mondial, j'ai fait en même temps que les petits jeunes, les U17 d'Adama Traoré et tout ça, mais ils ont été voir le président. Mais toi, qu'est-ce qui a bloqué? Moi, je sais même pas. J'ai entendu les échos qui me disaient que non, il faut médaille d'or pour voir le président. Mais ça n'a rien à voir. Comment tu peux dire ça? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, gros. Un 3e mondial, c'est un 3e mondial. Ah oui. Pour un pays qui... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc, on n'a pas une longue liste de champions. Il y a Daba, ensuite il y a toi. Il y a moi. Qui d'autre, je sais Personne, pas. Il y a Makou aussi qui a eu les Jeux africains. Les Jeux africains, Makou, elle a fait plutôt comme moi, 2011, 3e. Et après, tu vois, c'est des choses où on ne peut pas comprendre. Makou, elle a fait 3e, elle a fait première aux Jeux africains. Oui. Avant ça, moi, j'avais fait, en 2011, j'avais fait 3e mondial. Je n'ai pas été voir le président. Non, ça, et même pour te dire que on a été au ministère, le ministre m'a dit que Ismaël, tu auras des primes spéciales. Des primes spéciales jusqu'à là où on est là. Je l'ai pas vu ces primes spéciales. Et ça, j'en ai parlé avec le ministre actuel parce que j'imagine qu'il faut que les gens comprennent que la temporalité n'est pas la même. Parce que toi, tu dis que ça s'est passé il y a un temps, n'est-ce pas? Moi, on a reçu Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports. J'ai même parlé de ton cas parce que j'ai dit c'est pas normal. La dernière fois qu'on s'est vu à la salle, tu avais des soucis de primes, tu vois. Et c'est même là ça que je voulais évoquer en fait. Parmi tout ce qui est reconnaissance, tout ce qui est paiement, tout ça, je vois que tu as fait beaucoup de voyages. Je sais qu'ici, avec les fédérations, c'est compliqué. Donc, comment tu gérais? Est-ce que c'est la fédération? Comment tu faisais? Je ne te mens pas, la plupart de mes voyages, ça sort de mes poches. Ça sort de mes poches ou je m'arrange avec le club qui me paye une partie. Qui me paye une partie et après, c'est remboursable. Il faut les rembourser. Et là, tu as 11 000 euros de comment on appelle, de financement pour juste 4 compètes, tu imagines, qui sortent de ta poche. 11 000 euros. En gros, en CFA, je sais pas, c'est combien? 11 000 euros, c'est comme un peu plus de 6 millions. Alors, voilà, 6 millions ou plus même souvent. Parce qu'il n'y a bête à qui va faire, ça a dépassé les 6 millions. Oui, parce que je sais que la fédération galère un peu à avoir des subventions. Mais nous aussi, derrière, si on n'a pas de bourse olympique et qu'on n'a pas de comment, en fait, non, si on n'a pas d'aide, on va arrêter.
Là, je te mens pas que il n'y a pas d'autre solution et qu'on est obligé de se concentrer sur sa vie. Et je pense que malheureusement, on fera un choix. Ah, bien sûr, parce que derrière, il y a l'âge qui avance, il y a les responsabilités. Exactement. Faire un autre travail et faire le sport de haut niveau, c'est impossible. Ça passe pas. Ça passe franchement pas. Impossible. Soit tu es tout le temps malade, soit tu ne gagnes pas d'argent et tu t'entraînes, soit tu perds tout le temps. Bon, écoute, ce sacrifice-là, nous, on accepte de faire ce sacrifice-là pour le pays. Parce qu'on ne travaille pas, on n'a pas de vie comme ils disent, on n'a pas de vie. Et notre vie, c'est le sport. Ouais. On s'entraîne matin, on s'entraîne soir, matin, soir, matin, soir, matin, soir. Et derrière, on veut juste qu'il y ait un petit reconnaissance derrière quand même qui peuvent nous permettre de vivre et vivre de ce sport-là. Je dis même une grosse reconnaissance. Ouais, moi, j'ai vu mon prochain adversaire, Dosso, il a fait une victoire, je sais pas, dans un pays, je sais pas si c'est l'Italie ou quoi, mais il a été reçu par le maire. Il a été reçu par-ci, par-là. Au Mali, ça se fait, la même chose se fait et c'est médiatisé. Et on dirait que on en parle, les autorités ne s'en soucient que lorsque c'est préjudiciable, lorsque tu as perdu, lorsqu'il y a des critiques. Ouais. Alors, on vient, on te ramasse, mais quand tu gagnes, en fait, personne n'est là. Non, c'est pour te dire qu'encore une fois, le sport qu'on fait, nous, sport individuel, malheureusement, il y a trop d'ingratitude dedans. L'ingratitude, en fait, les gens, ils pensent que on est là juste pour gagner. Ils ne savent pas ce qu'on fait derrière pour gagner. C'est ça le problème. Si ces gens-là qui critiquent, qui s'assoient pour taguer, ouais, tel, ils vont jamais revenir à la salle, en fait. C'est ce que j'ai toujours dit. Parce que c'est trop facile de t'asseoir, dire que, Karsa est Reni Soro, Karsa est Rebeta, Karsa Veta. Mais est-ce que, et de là, Kati, Koukelendoro, Ika Karer, qu'on a Djenate qu'on dans un sport de combat, quand tu as Koukelen choisi, ou il y a Koukelendoro, c'est la question que je pose en fait. Ouais. Si tu n'as jamais été dans un truc pour prendre des coups, il faut arrêter. Il faut savoir ce que tu dis. Exactement. Il faut savoir vraiment de quoi tu te lances pour parler des athlètes ou des sports ou qui galèrent pour pouvoir ramener des médailles à la maison et qu'au final, toi, tu es là, tu critiques. En plus, c'est des célébrations que moi je trouve un peu fausses, mais dans le sens où on célèbre, ok, félicitations à toi, quand tu perds, on t'insulte. Mais derrière, en fait, toi, ta bourse ne change pas. Et quand ta bourse ne change pas, en fait, ça veut dire la même chose pour toi, en fin de compte. Tu vois, ça veut dire la même chose. Et ça, c'est une très grosse baisse de motivation. Ouais. Et ça se voit parce que le MMA et, par exemple, je vais prendre un exemple sur ça, le MMA, le kickboxing, je sais que ça a percé au Mali en même temps qu'en Côte d'Ivoire, à peu près. Parce que c'est les mêmes athlètes maliens qui allaient combattre en Côte d'Ivoire, c'est les mêmes en fait, on faisait les cartes. Mais actuellement, regarde le niveau, regarde l'organisation, regarde chez nous. C'est pas pareil. C'est pas du tout comparable. Mais je vais te poser une question, je vais me mettre là dans la peau d'un comment dire, un moldu. Qu'est-ce que ça te prend une préparation pour une compète en fait, financièrement et en termes de temps, en termes d'organisation? Bon, dans les grosses compètes, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Par exemple, on va prendre l'exemple frappant pour les Jeux Olympiques que j'ai préparé Paris. J'ai préparé à 2 mois. 2 mois de préparation, ça nous a pris tout le temps qu'il faut. Genre en mode, je respirais pas. Le matin, sur Rome, on mettait un entraînement. Et tu commences de 7h à 7h jusqu'à 10h. Okay. Il va là, il va t'apposer là, tu vas faire tes soins. Il y a un kiné qui vient, qui te met bien. Un kiné qui est payant. Exactement. Un kiné est une info. Kiné dont on a. Kiné moro massé qui il farou blanc. Exactement. Qui moulin tout ça, les billes blancs en forme. Donc on avait ça. Et après, t'as de midi à 14h30, t'as un entraînement. Ça c'est un entraînement technique. Tout ce qui est frappe, tactique, explosivité, il y a ça. Et quand tu finis encore ça, tu vas faire un bain froid. Un bain froid, il va être glacé. Exactement. C'est qui est encore payant. Exactement. Et tu te détends. Donc ça, quand tu finis, tu as des siestes à faire. Tu as des siestes à faire. Nourriture que tu payes. Important. Voilà, que tu payes. Et quand tu finis ça aussi, à partir de 20h, jusqu'à 20h, bon, on va dire 19h, 21h30, tu as un sparring. Tu
tu as un sparring où il y a des thèmes dedans. Ok. Donc l'entraîneur peut mettre des thèmes où toi tu vas juste attendre, tu vas juste contrer, toi tu vas bloquer et après ça change en fait. Au fur et à mesure, le thème ça change et jusqu'à ce que ça devienne free. Ok. T'as vu? Donc on avait ces genres d'entraînement, 3 entraînements par jour. Donc ces 3 entraînements par jour, imagine la dépense que tu là. Quand il te faut un kiné, il te faut le bain froid. Le bain froid, c'est pas nous, on le fait, c'est souvent payé dans les structures où tu vas, on te met dans le structure de soins et de bien-être. Exactement. Tu vas là-bas, tu payes, ça là, et kiné fénénal, il n'en a pas les fenêtres, ça là, les gars, elle est 70 € par heure. 70 € l'heure. De l'heure. Allez, 70 €. C'est pas là, c'est combien? 70 €, 7 x 6, 42. C'est comme 42 000, comme ça. C'est ça. Ouais, Erkelen-Rone. Même 43 000, comme ça, 43 000. Exactement. Et vous, Sarah. Donc, Nio Sarah, après, lui, il fait son travail. Bon, dis-toi que lui, il est là tous les jours. Tous les jours, il est là pour toi. À ce qu'il est avec Rone. Quand tu finis, il fait son travail. Après, aller ta activité, donc. Sachant que le sparring est sale, ça c'est payant. C'est ça. Ni coach Bibolo, qui te suit privé, lui aussi, il doit être payé. Exactement. Tout est payant. Et c'est cher. Et même les produits que tu prends, c'est payant. T'as vu? Les produits, tu le prends pour mieux récupérer, pour mieux, déstresser, tout ça. Tu prends tout. Et vous pouvez acheter ces produits sur la boutique Grand Line à Sotuva. Numéro, ce sera en description. Exactement. Donc, on a tout ça. En termes de dépenses, c'est beaucoup. En termes d'énergie, c'est beaucoup. En termes de sacrifice, c'est aussi beaucoup. C'est énorme. Parce que t'as pas de vie où tu peux sortir comme tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, pour aller te promener, faire tes trucs tranquillement. Tu peux pas. Donc ça nous prend vraiment énormément de temps et d'énergie, de dépenses. Et malgré tout ça, c'est qui fait mal, malgré tout ça, les gens sont pas reconnaissants. Donc ça fait un peu mal, mais après on a choisi de défendre notre pays et on le fera jusqu'au bout. Super. Et c'est ça c'est ça l'état d'esprit, j'imagine. C'est ça l'état d'esprit, exactement. Le pays, la famille. La famille, l'honneur. La dernière fois, on a fait un sparring. On a fait un entraînement chez moi, on a tourné. Après, il y a eu, tu m'as fait une séance de motivation, tout ça. Tu vois. Franchement, c'est requinquant. Moi, j'avais envie que ce soit tout de suite la compète. Tu vois. Je voulais me battre tout de suite. Et comment tu développes l'état d'esprit en fait? Est-ce que c'est le taekwondo qui a développé ça? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est un coaching spécifique? Comment tu développes ton mindset en tant que combattant? Mon mindset, c'est ma famille. Je te jure, c'est ma famille. Et quand je te dis que moi, quand je combats, je vois que la médaille dans ma tête. J'ai peur de perdre et j'aime pas perdre. Donc, ces trucs-là, c'est que la médaille qui fait fermer la bouche de certaines personnes, en fait, tu vois. Ça, c'est vrai. Parce que moi, il y a beaucoup de choses, mais ni médaille, il moi, quoi. Donc, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, j'ai rien à prouver. En vrai, dans le taekwondo, j'ai rien à prouver. Mais c'est explorer les Kegafara, mais j'ai rien à prouver. J'ai gagné tous les médailles qu'il faut. Donc, médaille Kilemima, Jedro, médaille olympique. Exactement. Donc, Nika mindset, follow, c'est ma famille. C'est quand je gagne, je sais que ma famille, elle est heureuse. Tu vois, et moi, je suis aussi derrière. Mais quand je perds, je sais qu'ils sont pas bien. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Avant qu'il y ait t'as vu? Donc, la séance que je t'ai fait la dernière fois, j'ai fait les mêmes avec mon équipe quand j'étais à Montpellier. On avait un gars qui était très très fort dans ça. Pour la petite histoire, le gars, il s'appelle Steve. Ah ouais? Toi, ouais. Et il est venu. Il s'entraînait avec nous. Bon, il s'entraînait pas, lui, il était là juste pour nous parler, genre, voilà, préparateur mental. Et ça, c'est des trucs que moi, tu vois, je connaissais pas avant d'arriver à Montpellier et tout ça. Quand je suis arrivé, déjà, j'ai un mental bien solide quand même, parce que quand tu arrives dans un endroit en étant tu n'es pas chez toi. Exactement, tu connais pas, déjà, c'est compliqué. Donc 2015, on préparait un championnat du monde préparé.
Et c'était vraiment très très dur parce que championnat du monde 2015, Flen est allé trouver qu'à confirmation de pour pouvoir aller exactement aux Jeux Olympiques, ou même dire que ça peut être une autre chose qui va ouvrir des portes. Tu vois? Donc, Anana, Steve, comment on fait tout ça. Mais je me rappelle, il y a eu un jour, on était sur la piste, parce qu'entre mes pistes, c'était pas seulement du taekwondo, hein. On faisait tout, l'athlétisme, la salle, tout ce qu'il faut. Donc, ce jour-là, quand on a fini notre séance, à un Belada, comme je t'ai fait coucher là, il a fait pareil. On avait les yeux fermés, il nous parlait. Il nous parlait. Quand il a commencé à parler du pays, quand il a commencé à parler de nation, c'est là que j'ai commencé à pleurer. C'est là, même là, je parle, j'ai larmes aux yeux, tu vois, mais exactement. Et je te jure, ce jour-là, j'ai tellement pleuré, jusqu'à ce que j'ai fait une crise d'angoisse. J'arrêtais plus. Et ça c'était dû à l'émotion suscitée. À l'émotion, exactement. À l'émotion que j'avais au fond de moi d'aller chercher ce médaille-là. C'était chaud, parce que je sais que c'était une mission suicide. Parce que t'avais qui des gars solides, qui des gars très très forts. Je dis, je vais aller le faire. Je l'ai fait. Je l'ai fait une deuxième fois, c'était la confirmation. Je suis allé au championnat du monde, et je pense même que c'était l'année où sinon c'était l'année où je devrais avoir médaille d'or ou argent, tu vois. Je perds de demi-finale, alors que je gagnais le combat de quelques secondes. Celui que j'ai gagné, il était fort. Il était très très fort. Je lui dis, je vais le gagner. Demi-finale, je le croise, je l'allume. Je gagne premier round, deuxième round, il gagne troisième round. Je gagnais le combat 2 secondes à la fin ou 3 secondes. Et t'as eu... C'était pas mon coach qui était derrière moi. Le coach qui était derrière moi, je lui dis, donne-moi le temps. Le gars, il n'arrive pas à me donner le temps. Et je me fais avoir comme ça. Parce que si on te dit le temps, tu sais comment faire. Parce que lui, il connaissait plus comment je combattais. Donc, moi, j'avais pris l'habitude avec mon nouveau coach. En plus, c'est mon entraîneur qui m'a coaché, celui qui m'a formé au Mali. Allez, il y a un coach, il faut rester demi-finale. Mais demi-finale là, on a changé. Parce que Vessi, quand tu allé bolo, allez, quand tu es Vessi, la dernière fois, tu m'as parlé de ça. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup demandé. C'est à Vessi, c'est comment? En fait, quand tu arrives en demi-finale, c'est comme si tu pars au rendez-vous. T'as vu? Tu pars à un rendez-vous, il faut te mettre en costard. C'est un entretien, tu pars, il faut obligatoirement te mettre en costard. Et tu suis ton athlète. Mais eux, ils n'avaient pas l'info de costume. Donc, s'il n'y avait pas de costume, j'allais être disqualifié. À cause d'un costume? Exactement, parce que c'était la règle. Et ça a été dit même avant qu'on arrive, que ce jour-là arrive, en fait. Donc, non, ma précaution, là, à la dernière minute, il vous tape costume blablabla, et vice-président, c'était gros. Le costume, il était balèze. Lui, il allait flotter. Donc, on était obligé, qu'entraîneur fallait. T'as vu? Et entraîneur Minana, pareil, je gagne le premier round, le gars, il gagne le deuxième round, le troisième round, je gagnais. En fait, avant de monter, je lui ai dit, donne-moi juste le temps. Le temps, c'est important. Tu me l'as dit, moi, je gère le reste. Donne-moi le temps. Parce que j'étais confiant. Tu vois, je savais ce que je faisais. Mais à 3 secondes, il est resté, il me regardait, il disait rien. Et 3 secondes, je me fais toucher, 3 points à la tête. On finit 3-4. Alors que je gagnais. C'est à ça, en fait. C'est à ça. Je passais ça, j'étais en finale, médaille argent ou or. Qui sait? Il allait avoir un autre médaille mondiale. Or. Cette fois-ci, t'as vu? Un deuxième. En or.
Mais bon, comme dit, ni miti borolo, donc miti tao titae. Et j'ai pas envie de parler de ça, mais je vais quand même le faire sans qu'il soit là. J'aimerais bien avoir un podcast avec toi, Daba et Makou, qu'on parle de taekwondo, qu'on parle de tout le mindset et tout. Lui, je sais qu'il a grandi un peu en Côte d'Ivoire. C'est pas pour exclure ou quoi que ce soit, mais je me dis en fait, ça fait quelque chose de voir que toi, tu as reçu toutes tes bases ici, tu as même fait toute ta formation ici, donc c'est un tout petit peu nuancé, tu vois, c'est un peu différent. Très différent même. Très différent. Comme là, nous, notre base, c'était vraiment notre entraîneur, comme je t'ai dit. L'entraîneur, je te jure, Steve, hein, moi, je me levais à 5h du matin, pendant les vacances. 5h du matin, je me lève. Après la prière, je viens chez mon entraîneur, mais un entraîneur gacho, mais Koro de Taradoua chaud. Il dorment, mais tout chaud. Parce qu'il avait les sacs de frappe, tout ça. Ok, dehors quoi. Dehors, Kourou qu'on a là. Non, Gabagourou Michenou, ça en fait. Ok, Belès en fait. Belès en fait. Amène à Meko, ta médaille, elle est. Ta médaille froid, quand tu as salé au phare, et quand on finit, on attend que lui se réveille tranquillement. Il y a étirement, il y a fait un bec à rabat. Donc quand tu finis, lui va se lever seulement, il va faire nickel. Ah ben, il va faire ça, soit tu fais des trucs de shadow, mais en mode taekwondo, dans le sac. Et Nicolas Lolassin, avec son Aragatini Fonta, il va t'entraîner. Je te jure, j'ai fait des années à faire ça. Bon, le mot, il film là. Film dont moi, je l'ai fait réellement. Il y a un entraîneur qui a un bi. Il va te dire la même chose. Ah, ça aurait été cool qu'on puisse l'avoir. Je te jure, ni aller chez il y a un bi, il va faire ce que j'ai traversé. Moi, j'étais acharné. Lui-même, il disait que est-ce qu'il connaît Gakene? Connaît ce qu'il voulait être droguta? Lui-même, il disait ça. Parce que moi, je voulais pas m'arrêter en fait. Quand je t'ai dit, j'étais vraiment. En fait, tu voulais tellement pas perdre que tu avais ce mindset-là. Non, j'avais ce mindset-là. J'ai dit non, moi, je vais pas perdre. Déjà, parlons mindset. Je t'ai déjà posé la question, mais qu'est-ce qui fait un champion? Un champion, c'est ici d'abord. C'est la tête. Et ici, ce que tu ressens. Je te jure, c'est ça. Parce que si ici tu ressens rien et qu'ici tu es fort, ça sert à rien. Il faut avoir un objectif. Quand tu n'as pas d'objectif, ni objectif tu l'as, tu peux être un champion, mais c'est en courte durée. Parce que ça ne va pas aller loin. Tu vas te dire que non, vas-y, c'est fini. Encore une fois, l'exemple que tu vois, c'est que nous, au jour d'aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter à ce qu'on a gagné. On veut encore plus. Ça, c'est un champion. Un champion demande toujours plus. Il veut toujours plus. Il veut toujours gagner et toujours amener des choses. Et quand un champion perd, quand il perd un combat, il se remet en question. Comment il a perdu? Comment rebosser ça? Il va doubler d'efforts pour venir encore plus fort, travailler. Parce que moi, regarde, dans le taekwondo, j'ai vu 5 générations. J'ai vu la génération placeron normal. J'ai vu la génération placeron électronique. J'ai vu la génération d'un autre placeron électronique qui est sorti. Donc en gros, j'ai traversé 5 générations au jour d'aujourd'hui. Et c'est très rare de voir des gens qui traversent 5 générations avec 8 ans d'arrêt. 8 ans, j'ai fait 8 ans après les Jeux Olympiques de 2016. J'ai fait 8 ans, je combattais plus pour le Mali. Et c'est ça qui a ramené le MMA dans ma vie. J'allais te poser la question. T'as vu? Et quand je combattais plus pour le Mali, j'étais suspendu entre guillemets et je m'entraînais, je faisais du MMA. Et j'avais même des projets de combattre dans le MMA. Mais après ça, j'ai repris le taekwondo quand je suis revenu en 2023 au Mali pour pouvoir parler tout ça. J'ai repris le taekwondo et dis-toi que dès que j'ai repris et que on a parlé avec la fédération, j'ai été envoyé directement au championnat du monde, à Bakou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu as été suspendu? Ah, ça c'est l'ancienne histoire. Hein. Si on dit on va parler de ça ici, là, on va dormir dessus. Je préfère qu'on saute ça et puis... Mais c'était vraiment... Est-ce qu'il y a des ressources si les gens qui veulent à tout prix voir? Moi, j'aimerais savoir, mais s'il y a des gens qui veulent à tout prix voir, s'il y a des ressources médiatiques ou... Non, c'était vraiment... manque de compréhension d'un côté à l'autre, quoi, en fait, tu vois. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été dites dans le passé, mais au jour d'aujourd'hui, vu qu'on a fait la paix et qu'on peut avancer ensemble, donc je pense que cette histoire, ça sera mieux
de la laisser derrière nous Je comprends. et d'avancer sur les nouveaux trucs. Mais ça reste quand même un grand coupure. Un passage marquant, en fait. Exactement, un passage marquant pour moi qui m'a coupé pendant 8 ans alors que j'étais le mieux classé du Mali. Et que je reviens après cette suspension à me reclasser encore mieux que les autres athlètes. Bon, c'est pas pour dénigrer les autres, mais à me reclasser encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et 8 ans après, que je reviens, j'arrive à passer 2 tours au championnat du monde et que j'arrive à ramasser pas mal de médailles. Franchement, avec toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui dans le taekwondo, il faut rester lucide. C'est pas donné à tout le monde. Respect, champion. Merci. Alors, dans tout ce parcours-là, quelle a été la défaite qui t'a le plus marqué? Ce que je viens de te dire au championnat du monde. Comment est-ce que tu l'as vécu? Et mal, très très mal, parce que je voyais ma médaille partir. C'était pas la médaille souhaitée et ça m'a fait très très mal. Parce que moi, tu vois, Steve, moi je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, j'aime pas perdre. Mais quand je perds comme ça, là, ça me tue. Un petit feu, par exemple, aux Jeux Olympiques de Paris, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, mais malheureusement, les arbitres ont été un peu malhonnêtes, un peu beaucoup même, mais ça détruit en fait. Ouais, c'est dégoûtant. Exactement, c'est des défaites comme ça qui détruisent les athlètes, mais on est obligé de passer dessus, de dire que... Mais comment tu passes dessus, genre, justement, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que je fais? Je me remets à l'entraînement. Je te jure, moi, c'est le seul truc qui me guérit en fait. Quand je suis à l'entraînement, je suis bien, je suis heureux. Et quand tu reçois les critiques comme ça, comment tu les gères? Je saute dessus. Moi, je me rappelle, tu sais, en 2021, quand j'ai perdu contre Billy au Palais des Sports, quand je revenais, il y a des gens qui m'ont dit ne va surtout pas sur Ouverture Média. J'ai dit moi je suis allé, j'ai vu les commentaires. Et il y a des commentaires qui m'ont limite fait rire. Il y a des gens qui ont dit ils sont en train de taper notre Malien. Et il y a des commentaires qui sont allés, il y a des gens qui ne me connaissaient pas, qui m'insultaient. C'est difficile à gérer en fait. Mais en fait, le problème c'est que, comme je t'ai dit encore une fois, les gens qui parlent comme ça n'ont jamais été athlètes dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas t'attarder à des personnes qui n'ont pas de carrière, qui n'ont pas de parcours. En fait, c'est pas leur truc, en fait. Ils parlent juste. Écoute, toi, tu as eu des coronets pour aller combattre. Est-ce que eux, là, les gens, là, Mounou caméra ni fait encore critiquer, est-ce que ou de là, on a sur tout, tu as pu s'en faire? Jamais de la vie. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je regarde même pas les commentaires. Parce que ces commentaires-là, tu leur donnes l'heure, en fait. J'ai pas le temps pour vous. C'est vrai. Si tu prends mon parcours, tu regardes mon parcours, tu peux comparer avec qui? C'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me mets pas à ton niveau. Tu peux dire ce que tu as envie de dire, tu dis tout ce que tu veux. Je sais ce que j'ai fait. Je sais que dans l'histoire malienne, là, mon nom est dessus. Tu peux pas l'enlever. Et toi, qui te connais? À part tes commentaires, là, à 2 balles, là, tu penses que ça va m'atteindre? Non, je vois ce que tu veux dire. Ça ne m'atteint pas. Comme je t'ai dit, moi c'est dur pour moi parce que c'est des choses que je vis avec ma famille, en fait. Tu vois, quand je perds un combat, par exemple, comme je t'ai dit, aux Jeux Olympiques, ou les défaites du championnat du monde, ça me détruit. Mais en bout de temps, c'est genre en mode, ça ne va pas me détruire pendant 2 mois, 3 mois, non. Juste, je finis ma compète. Tu retournes à la salle. Je retourne 2-3 jours après à la salle, ça y est, c'est bon, je vais pleurer quand même, je vais me cacher, je vais pleurer chez moi bien fort. Et après, vas-y, ça repart. Et ta plus belle victoire? La victoire qui t'a le plus marqué? C'est quand j'ai gagné médaille d'or aux Jeux africains. Aux Jeux africains, aux championnats d'Afrique. C'est les deux qui m'ont... C'est comme si il vient donner du Gabon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens... c'est cool de gagner dans des disciplines comme ça quand tu combats. Je te jure. C'est surtout quand les gens, comme tu as dit là, quand les gens te disent que non, tu vas pas gagner, tu penses que tu es qui pour le Mali? Je te jure, j'avais des commentaires comme ça. Moi, je suis un athlète. C'est vrai que moi,
je suis souvent impulsif. Parce que moi, je ne mange pas mes mots. C'est ça mon problème. Tu vois, les gens, ils sont hypocrites. Moi, je ne peux pas faire ça, malheureusement. Et ça m'amène des problèmes. T'as vu? Et Maléon, il faut être hypocrite. Moi, je ne peux pas. Quand j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire. Soit tu le prends, soit tu le prends pas. Et puis chacun passe. Mais au lieu de malien d'obé, au monde où il y a faut qu'il y ait comment tient fou, il y en a où il faut y bêta nous y tient cela. Au monde où quoi donc, je sais que hypocrisie quand un sport nous non. Mais quand j'ai gagné, j'ai vu d'autres personnes aussi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc qui disaient que non, tu vas pas gagner, tu vas pas faire ci. J'ai dit attendez, on verra. Et quand j'ai gagné là, ce jour-là, la Brazza Menatio. Voilà, ils étaient tellement contents. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. De faire jouer avec toi, tu as amorcé d'un coup. Exactement, d'un coup au peuple surtout. Tu vois, les gens qui sont là-bas, là, les Maliens qui sont à l'étranger, où c'est gagné nous. Pour se faire respecter, c'est seulement notre résultat qui peut leur faire respecter. Ils pourront dire ça au boulot. Exactement, fièrement. Si tu as des maillots, si tu as des goodies, tout ça, ils pourront porter ça. Exactement, ils sont contents en fait de faire juste des photos avec toi. Oui, ça. Ils sont contents. Mais les gens ne savent pas aussi que nous, on se tape des régimes. Quand je combattais à 74 kilos, je me tapais 5-6 kilos. Tu perds 5-6 kilos. 5-6 kilos. Tu vois, tu perds des poids énormes pour pouvoir chercher ta médaille. C'est pour ça que je te dis que les gens, ils ne se rendent vraiment pas compte des sacrifices qu'il y a derrière ce sport-là et ces activités-là. Exactement, tu vois. Je comprends. Mais dis-moi, Ismaël, avec ta carrière, avec même les réseaux sociaux, tout ça, comment ça se fait que, par exemple, j'ai vu d'abord avec Petrobama, je sais que ça a commencé il n'y a pas longtemps. Comment ça se fait pour toi que tu n'aies pas eu de sponsor qui t'accompagne Au Mali? En général. Est-ce qu'il y en a eu déjà? J'ai pas eu de sponsor, mais j'ai eu des vraies aides. J'ai eu des aides qui m'ont juste dit anonymement, vas-y, on va t'aider. Tu vois, des gens de bonne foi, avant de partir aux Olympiques, par exemple, un exemple, Nice Cream et monsieur Mamadou Ndiaye, qui est responsable d'une entreprise, d'un gros truc qui est au Mali. D'une grosse boîte. Exactement, qui m'a vraiment aidé aussi. Donc en fait, c'est les gens qui m'aident à travers des gens. École Libertaire aussi qui m'ont aidé vraiment, qui était un soutien très 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 important. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de sponsor. On sponsor sur le Mali là parce que très souvent, ni n'en a qu'à voir les gens et tout ça. Mais les Maliens aussi n'ont pas cette idée-là de sponsoriser les athlètes des sports individuels. Tout le monde veut sponsoriser basket, football. Football, c'est vrai. Et malheureusement, nous, le sport individuel, ce qu'on rapporte, ils ne rapportent pas. En termes de visibilité, parce que c'est personnel en fait. Exactement. C'est personnel et c'est moins d'investissement pour eux aussi. Tu regardes que tu dois sponsoriser une équipe de quoi que ce soit. Exactement. Tu dois fournir pour tout le monde. C'est ça. Et si tu dois sponsoriser une personne, tu vois, c'est pas plus facile. Même si derrière la personne, c'est vrai qu'il y a un coach, il y a une équipe, il y a un management. Mais c'est plus facile que de prendre une équipe de football. C'est vrai. Il y en a beaucoup. C'est vrai. Tu vois, et même en termes de résultats, le sport individuel, ce qui ramène au Mali, les autres ne ramènent pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si les sponsors, ils sont conscients et qu'ils veulent vraiment sponsoriser des athlètes comme nous, on est ouvert. On cherche. Surtout qu'il y a tout un mindset en fait. Allez sur la page de Ismaël, franchement, sur son IG, c'est inspirant. C'est inspirant, les vidéos qu'on voit, les photos. En fait, toi, tu as beaucoup de choses à proposer. Exactement. Niveau mannequinat, moi je pense que tu peux porter beaucoup de produits à l'avant. C'est vrai. Tu vois, mais c'est un message pour toute personne potentielle qui peut offrir des collaborations. C'est pas une offre en fait, c'est du gagnant-gagnant en fait. Exactement. Parce que quand lui, il gagne derrière, il gagne par-ci, par-là. C'est une communication qui est même indépendante de lui. Les 5 secondes de quand tu gagnes un combat, il y a tellement de gens qui veulent faire des photos avec toi. En ce moment-là, un placement de produit est tellement stratégique. Exactement. Tu vois, les gens viennent faire des photos que tu ne connais même pas. Le nom d'une entreprise. On a vu dans certaines ligues de MMA où les gens se tatouent leur marque. Nous, on peut mettre ça sur les kimonos ou même sur le sous-vert de notre compétition où on voit. Les casques, les plastrons. Exactement. Et c'est vu derrière. C'est vu. Et même quand tu prends ton truc, quand tu finis la compète et que Ouna Medani fait nous dit
il y a le logo qui peut être vu sur les une dobok, exact, sur une casquette ou sur les dobok, ou même sur un truc, un banderole que tu peux montrer. Mais, malheureusement, c'est les sponsors maliens, c'est un peu compliqué. Ils ne pensent pas comme ça, apparemment. Et ils ne pensent pas comme ça, tu vois. C'est que, bon, on voit très souvent qu'ils ils aiment sponsoriser les influenceurs. Ouais, les influenceurs. Et les influenceurs qui parlent beaucoup sur les réseaux, qui... Voilà, où l'éthique ne se retrouve pas forcément toujours. Exactement. J'ai vu la dernière fois Tap Tap Sen qui a fait une remarque sur le fait qu'il n'est plus avec certains types d'influenceurs qui parlent de certaines choses. Moi, je les mentionne comme ça, mais la réalité, c'est que c'était prévisible que certaines personnes parlent de certaines choses à un certain moment. Exactement. Mais c'est vrai, c'est réel. C'est prévisible. C'est réel. Quand tu regardes bien, toi, tu sais que ça va arriver. Ouais. Donc nous, en fait, les sports individuels, tout ce qu'on a besoin, c'est ça. C'est le soutien, c'est le sponsoring, mais si on n'a pas, malheureusement, de notre poche, on ne pourra pas faire. En fait, il y aura un blocage à un moment donné. Exactement. Alors, parle-moi un peu du MMA. Comment ça a commencé et où est-ce que ça en est? Parce que ta lutte, elle n'est pas du tout facile. Et je te jure, moi, j'ai commencé MMA, c'est... Comme je t'ai dit, quand j'étais dans ma suspension, et je me défoulais très très bien. C'était l'endroit pour aller me défouler. Parce que j'avais trop de choses dans ma tête et je voulais vraiment combattre. Et j'ai croisé des très très belles personnes comme Jean Doy qui est un très très grand champion, Bourama Kamara, et tel que Yacine qui présente Yacine, lequel? Non, Yacine, il est en France aussi. C'est un grand coach qui présente la marque Solide. Franchement, des très 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 bonnes personnes que j'ai vues dans les mois, des très grands champions que j'ai tourné avec eux, qui m'ont dit ah putain c'est chaud, t'as vu des grands champions qui ont des grands trucs hein. Et ces gars-là, si tu vois qu'ils disent que c'est chaud, c'est que c'est chaud. Et pourtant moi je suis un petit débutant dans les MMA, t'as vu. Et... Donc, tu as les bases de taekwondo, tu as le taekwondo, tu as les bases d'anglais depuis longtemps, tu travailles un peu, voilà, c'est le MMA, mixed martial art. Et moi l'objectif vraiment c'était vraiment de repartir sur le MMA, de rebondir sur les MMA, parce que les MMA j'ai trouvé ça trop bien. Tu sais, quand je quittais là-bas, quand je rentre, c'est shoot direct. Et si tu as fait les compètes, tu as commencé un parcours en MMA? Non, j'avais commencé vite fait, et j'avais un très très bon entraîneur. Et au début, c'était lui qui m'entraînait. Il s'appelle Bourama. Il est malien aussi? Oui, il est malien-sénégalais. Il s'appelle Boubou. Et on appelle Bourama, mais les gens qui le connaissent bien, il s'appelle Boubou. Il a ramené un athlète. Il avait un gars à l'UFC. Lequel? Je me rappelle plus de son poulain, mais il a ramené un gars à l'UFC. Il était très très fort, mais il a arrêté il y a longtemps. Il a arrêté il y a longtemps, et ce Bourama là, il est très 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 fort. Je te jure, il est fort. On l'appelle Boubou. Tu vois rien sur lui. C'est un homme. Il est dans caché. Son coin. Il est caché. Il fait des belles choses. Et quand il t'accompagne, vraiment. Il y a la différence en fait. Il a déjà entraîné John Jones, pour te dire. Je te jure, il a déjà pris John Jones en shadow. Et ce mec, c'est un monstre. Mais après, toi, tu as à peu près la même carrure, même taille, tu as la même carrure que John Jones. Exactement, mais j'aurais aimé vraiment qu'il a un club, parce que lui, c'est quelqu'un de très très caché, discret. Tu vois, j'aurais aimé qu'il ait un club où je pouvais progresser avec lui, tu vois. Et ça m'aurait donné plus d'expérience, parce que quand j'ai commencé, c'est vrai que j'ai pris des cours avec lui, il m'entraînait. Et on s'entraînait dehors tranquillement, et au final c'est devenu la famille. Il m'entraînait quand il pouvait, tu vois. Et au final j'ai repris le taekwondo, ça a un peu cassé l'élan du MMA. Exactement, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, s'il faut faire un choix, je pense que je vais aller sur le MMA. Et la lutte, tout ça, je l'ai appris là-bas. Super. Et qu'est-ce que tu as pensé en fait du niveau MMA que tu as vu ici, et même du niveau kick en général? Je sais que tu es allé dans différentes salles, tu as tourné ici. Qu'est-ce que tu penses du niveau malien en termes de sport de combat? Franchement, en fait les Maliens, nous la différence avec d'autres pays, c'est que les Maliens, c'est des guerriers. C'est des gens qui se laissent pas faire, c'est des gens qui
qu'ils aiment aller au bout de leurs choses, tu vois. Et ces gars-là, au jour d'aujourd'hui, le niveau, ça commence à monter. Je sais qu'avant, c'était pas trop ça parce que, tu vois, quand tu parlais des kickboxing, même les gens, ils connaissaient même pas. Ils disaient, ouais, mais c'est quoi ça? Mais attention, le seul problème qu'on a aussi au Mali, c'est que des gens qui n'ont pas la maîtrise des choses, qui sont entraîneurs. Ils sont au devant. Qui sont entraîneurs surtout. Et ça, c'est compliqué. Et tu sais, quand mon robe là, entraîneur là, qui n'a jamais été formé, qui n'a jamais pris des vraies choses du MMA. Fait, c'est difficile de devenir entraîneur de MMA si tu n'as jamais combattu ou tu n'as pas baigné dans ça longtemps. Si tu n'as pas de bagages, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Pour toi, c'est quoi qui fait un bon entraîneur? Un bon entraîneur, c'est celui qui a appris la chose. Celui qui est resté dans la chose, qui a appris, qui a fait des fights. Et ça, c'est un bon entraîneur. Et qui réfléchit, surtout. Parce qu'un bon entraîneur va pas te dire, entraîneur, nous m'entraînons, Dieu de oui, bro. Non. Oui, qu'il faut de là. Parce qu'on sait que le sparring, c'est très, très dangereux. C'est vrai. Tous les sparring que tu fais, ça doit être contrôlé ou calculé. Il y a un moment de sparring dur, il y a un moment où il y a un sparring allégé pour pouvoir travailler plus de techniques et développer plus de choses. Mais aujourd'hui, il y a un problème émis. Sparring n'a tout le temps bagarre, tout le temps bagarre. Et au final, tu deviens fou. Parce que dans le combat, tu vas prendre des vrais coups. Et on ne le dit pas ici, il y a même un boxeur qui est mort l'année passée, ou je ne sais pas si c'est cette année. Et on ne le dit pas beaucoup. Voilà. Et ça, c'est dangereux pour nous. Niveau bagayale, Mali niveau bagayale, comme il y a fait tout là, nous dessous là, mais dessous dans tes baragues. Souvent, il faut travailler avec l'expérience. Tu vois, il faut acharnement de fouille en fait. Exactement. Il faut en plus le truc c'est qu'aussi il faut avoir l'amour de la chose. Ouais. Tu vois, quand t'as pas l'amour de la chose là, c'est gagnant. C'est vrai. Tu vois, c'est pas ça. À quel moment on aurait fait maîtriser ce sport là, ceux qui maîtrisent là, tu le vois jamais s'embrouiller. C'est vrai. Tu vois, c'est rare. C'est très rare. Tu es déjà fatigué des sparring que tu fais à la salle, de ton entraînement. Et même, moi, je sais pas, si toi tu es en situation d'or, tu réfléchis comment si une personne te fatigue, tout ça. Pardon, là, moi je veux pas de problème. Parce que je sais que tu vas finir mal. Donc, autant éviter. Mais tu as des injures souvent que tu te dis merde. Tu vois, les gens ils disent oui, mon ban une circulation là. Et souvent, ça, c'est des trucs que moi, ça peut me mettre hors de moi. T'as déjà eu des accrochages comme ça dehors? Je te jure, là même, là, pas très loin d'ici. Hein. Ah ouais? Je te jure. Comment c'est passé ça? Il m'a insulté ma mère. Et moi, c'est la seule personne qu'il ne faut pas toucher. Quand est banané. Quand je suis dans en circulation. Voilà, comme ça, hein. Cadeau. Oh. Cadeau, il m'a insulté ma mère. Je dis, hé, petit. Tu as insulté ma mère comme ça, cadeau. Non, je l'ai défoncé. Il est pas allé à l'hôpital, j'espère. Non, je l'ai défoncé. Il a pris la poussière. Je te mens pas que c'est vrai. Je dis, tu peux pas insulter ma mère comme ça, cadeau. Gros, c'est pas possible. Je t'ai rien fait. Et moi, je passais. Tout le monde s'est arrêté. Toi, tu veux pas t'arrêter, pourquoi? C'est ça le problème de Maliens. Tout le monde est pressé, alors qu'il n'y a rien devant. Tu vois, arrête-toi pour 2 minutes et puis tu vas m'insulter ma mère. Alors, pour revenir au niveau malien, il faudrait vraiment que les gens se forment. Les gens se forment que c'est pas une question de supériorité parce que niveau fin que figa maîtriser. Mais en mes fin il y en a je vois des trucs de sol ici là. Ils te font des trucs, ça n'a rien à voir avec la réalité. Et c'est des clés où ça part dans tous les sens. Et vous êtes à YouTube dans le ligne combat de nous. Oh ouais, et puis il n'y a pas la biomécanique derrière. C'est ça en fait, c'est ça. Et ce sport-là, c'est tellement très très dangereux que tu peux pas te permettre câbler en place alors que tu n'as pas la maîtrise de la chose. En plus, c'est très cérébral. Le MMA, c'est très cérébral. C'est pas pour rien que les pros, sur une erreur, toi-même qui as fait l'erreur, tu sais que sauf miracle, face à tel adversaire qui est à tel niveau, tu as déjà perdu. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Moi, je me rappelle que, je sais pas de ce que tu penses du niveau de sol de notre salle, mais un jour, je sparais avec Badra Balo, le plus vieux. J'ai fait un low kick. À partir du moment où j'ai envoyé le low kick, j'ai dit merde. Parce que moi, j'étais pas du tout bon en sol et tout. Je savais comment ça allait finir. Badra, je connais son niveau en sol et son amour pour ça. Et il m'a étranglé. Sur le low kick, il m'a étranglé. C'est ça en fait, c'est ça. C'est pour ça que je dis que
les niveaux que nous on a aujourd'hui, on peut avoir plus si on ramène des vrais gars qui est sur le long terme qui forment. Par exemple, regarde l'école de Francis Ngannou qui l'a mis ça dans son truc. Et ces gars-là, il y a un entraîneur pour ça. Un entraîneur qui maîtrise le sol. Tu vois, qui maîtrise vraiment ce qu'il fait. Il va pas venir par le regard de YouTube ou aller regarder les techniques des autres sans comprendre et venir enseigner ça. Exactement, c'est ça le problème de ce qu'on fait aujourd'hui. Malheureusement, avec tout ce qui est et réseaux sociaux, tout le monde se forme dans ça. Ça, c'est chaud. Il faut être sur le terrain. Il faut savoir de quoi tu parles. Exactement. Tu vois, il faut savoir de quoi tu parles. Comme je t'ai dit, quand tu maîtrises les JJB, il faut aller jusqu'au bout. Tu vois, parce que c'est tellement, ce sport est dangereux. Tu peux pas montrer un truc bizarre à un enfant qui va aller appliquer ça dehors alors que, tu vois, c'est pas le but. Pour toi, c'est quoi la meilleure combinaison de 3 sports en MMA? C'est strike, lutte. Non, mais des trucs spécifiques, même arts martiaux, genre la meilleure combinaison. La meilleure combinaison, je dirais vraiment, c'est quelqu'un qui a la jambe déjà. Comme John Jones, qui a les coudes et qui a le sol. Donc, je vais dire taekwondo, thaï, muay thai et JJB. Exactement. Ok. Je te jure, parce que regarde les combats de John Jones. Ouais. Frère, moi, c'est incroyable. Franchement, il est intelligent. Il est à l'aise. Il t'est détruit en 2-2. Il a la jambe, il a tout ce qu'il faut. Donc, quand tu as un mec comme ça en face, tu vas souffrir. Tu sais que tu vas passer tes 7 quarts d'heure. Et si tu devais donner ton top 5 des meilleurs combattants de l'UFC? Non, pas de l'UFC, il y a MMA en général. Il y a Saladin qui est dans mon, Saladin, il est dans bon. mon top, il est mais il n'est pas de l'UFC. Non, il est bon, Saladin. Et je dirais aussi John Jones numéro 1, Saladin. Et Saladin, tu le mets numéro 2? Ouais, il est bon. Il est très très fort. Il est fort, puissant sur ses frappes. Est-ce que tu as pensé à Adesanya Adesanya, c'est mon gars. Tu as pensé à Imamov, tu as pensé Non, j'ai pensé à lui, mais non, j'ai pensé à Adesanya, mais c'est pas la même chose que Saladin. Ils ont pas c'est pas la même chose. Saladin, il a faim, il veut manger. T'as vu? Adesanya, il a déjà mangé. Au jour d'aujourd'hui, Adesanya, c'était un exemple pour nous parce que toute l'Afrique voulait être comme Adesanya, son style de combat. Surtout toi, taekwondo. Exactement, le style qu'il a, ça m'épatait, genre en mode strike, tout ça, il était vraiment là, tu vois. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il reste un très bon champion, mais mais c'est juste l'un des plus grands, quoi. Exactement. Je pense qu'il a fait son temps. Et aussi, il y a le petit frère. Ned Diaz? Non, Khabib. Omar. Islam? Non, pas Islam. Omar. Moi, j'ai kiffé Omar. Ah ouais? J'ai kiffé Omar parce qu'il a à peu près le même style en strike et au sol. Tu vois, il est bien debout. Au sol aussi, il te détruit. Et il y a un grand champion que les gens n'ont pas fait attention, qui a fait sa carrière. Toute sa carrière à l'UFC, il était très, très, très fort. Il s'appelle Zabit. Ah ouais, le Zabit, on dit le roi sans couronne, je pense. C'est lui qu'on appelle le roi sans couronne, je crois. Exactement. Lui, franchement, ouais. Zabit, c'est l'un des meilleurs athlètes que j'ai toujours kiffé à l'UFC. Dans le MMA tout, quoi. Zabit, il est sans pareil. Il est super fort. Il a fini docteur, je crois. Il fait médecin actuellement. Exactement, il faisait taekwondo, Zabit. Ah ouais. Il était fort debout. En fait, c'était le seul qui mélangeait jambes plus et plus. C'était un fou. Moi, Zabit, c'est l'un des meilleurs combattants que moi je classe. Et encore, il manque 2. Il manque 2. Je mettrai Adesanya parce que voilà, c'est. Et Kamaru Usman, tu penses quoi? Non, Kamaru. Non. C'est un bon champion. Mais dans mes classements, c'est pas ton style. C'est pas mon style. Je comprends. C'est pas mon style. Comprends ça. Je dirais même Will Tucker. Tu vois, Will Tucker, il a un style un peu fou. Tu vois. T'as vu, ça ressemble un peu. Et t'as même. Karaté plus lutte. Exactement. T'as même. Comment ça s'appelle? Georges Saint-Pierre. Amen. T'as vu? Exactement, Georges Saint-Pierre, tu sais, c'est des gars qui ont vraiment révolutionné ce sport-là. Saint-Pierre, et pour finir, je dirais qui est
Il y avait un striker aussi qui était bon, j'ai oublié son blaze. Ne me dis pas Charapoudine quand même. Non. Non, c'est un autre striker qui était dans une autre organisation. Je crois que c'est Bellator ou... c'est MVP. Tu parles de MVP, Michael non, Page. MVP, il est bon, mais tu vois... Il est trop fantaisiste. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Je te jure. Et c'est le striker où j'ai oublié son blaze, mais lui aussi, il était bon. D'une autre organisation. Décris-le un peu, je sais pas. C'est un Renoir jeune. Il était, je crois qu'il était entre Bellator et PFL. Je crois que quand ils ont fait la... Non, PFL, je connais pas trop. Avant que Bellator il part, je pense que c'est eux qui ont acheté le truc de Bellator, ouais, PFL. PFL, ouais. Donc du coup, le gars, en strike aussi, il était bon. Il était très très bon. J'allais te demander, qu'est-ce que tu penses du PFL Afrique? Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à cracher sur le PFL Afrique. Moi, il y a beaucoup de choses que moi, j'apprécie pas sur le PFL Afrique. Ouais, beaucoup de choses. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose quand même, hein, que ça arrive en Afrique. Déjà, on voit les bons côtés. Ouais. Et parce que Nia est en me faire développer MMA qu'on a là, ce qui veut dire que au bout ni organisation sur l'Afrique et puis on sait entraîneur niama sera formateur niama sera. C'est vrai parce que exactement do be se ga décider sinina dona na taula kana MMA salle beleva do da. Ça va être un investissement parce que tu peux placer des combattants. Exactement. Tu peux manager des combattants, tu as un pourcentage, ton combattant il est à un certain niveau, tu gagnes, tout le monde gagne. C'est exactement ça, tu vois. Ouais. Donc quand c'est comme ça, je pense que à Numamaro au côté nous quoi. Ouais. Mais après les défauts, j'en vois pas trop, mais non, ça reste l'organisation où ils vont piocher les Africains de diaspora peut-être. T'as vu, c'est ça, c'est là où c'est vrai. C'est ça là où c'est vrai, c'est vrai. Ce qui me blesse un peu, tu sais. Ça c'est un problème. Parce que un des champions que je n'aimais pas du tout au début, maintenant plus je combats, plus je commence à apprendre à apprécier tous les combattants en fait. Tu vois, je les apprécie tous d'une certaine manière. Avant, il y avait j'aime pas celui-là parce que j'aimais pas Pereira parce qu'il se battait contre Adesanya, tu vois. Ouais. J'avais appris à cultiver une haine viscérale contre lui, mais après, je l'ai beaucoup aimé. Quand Duplessis et Adesanya ont eu le bif de champion africain, entre guillemets, je suis allé chercher sur Duplessis, j'ai vu qu'il était champion de kickboxing, il était champion à l'AFC, l'organisation sud-africaine qui est en Afrique. Et après, il était champion du KSW, je pense. Ensuite, il était champion. Il est monté, ensuite, il était champion de l'UFC. Du coup, moi, ce qui m'intéresse le plus, ce qui a vraiment été captivant pour moi, c'est le fait qu'il ait été champion de l'AFC qui est en Afrique. Tu vois, et qui ont des combattants sud-africains et des fois nigériens, je ne sais pas s'il y a des Ghanéens, tout ça. Et moi, je vois des initiatives qui sont en train d'exploser comme le Ekeo Show. C'est même un rêve pour moi de combattre là-bas. Tu vois, et la lutte d'Eric Favre. On ne va pas aussi négliger le cher Ivoirien. Je connais. Ouais. Il était quand je suis parti à l'Open de Sénégal et il était là, je l'ai vu, on a discuté, il m'a parlé de ce projet-là qu'il voulait ramener le MMA, tout ça. Et il le fait très bien. Ouais, franchement, c'est un bon. On ne peut pas ne pas parler de nos chers amis de l'AML, même si vous devez revoir vos jugements et votre arbitrage. Je le dis au fort, ça triche beaucoup là-bas, malheureusement. C'est vrai. Et là, toutes ces organisations-là, quand tu les vois ce qu'ils font, et quand je vois le PFL qui amène des combattants qui étaient surtout de la diaspora, je me dis, il n'y a pas eu de regard porté vers l'Afrique en tant que tel. Il y a eu un regard porté vers l'Afrique parce que la diaspora, c'est encore l'Afrique. Mais quelque part, je pense qu'ils ont été beaucoup business, ce qui est légitime. Mais ils auraient pu être un tout petit peu plus stratégiques parce qu'il y a des combattants même que j'ai vu que Francis Ngannou a félicité. Il s'appelle Sangar Abdul Razak. Il est combattant burkinabé, mais il combat en Côte d'Ivoire. Je le connais un peu, ouais. Il y a Kamaru qui a parlé de lui également. Moi, c'est des têtes que j'aurais voulu voir dans le PFL Afrique. Je ne sais pas s'ils y sont. Peut-être qu'ils y sont déjà. Je pense pas, parce que j'ai pas vu sur leur affiche non plus. T'as vu? Donc, ça, c'est des choses qui m'ont un peu choqué parce que il faut pas se croire que la différence est aussi énorme que ça, en fait. En vrai, quand tu mets deux hommes dans une cage, il y a des combats qui sont des grosses frustrations. Qui aurait pu croire que Sean Strickland aurait pu battre Adesanya? C'est impensable.
c'est pas le même niveau. Non, même aujourd'hui, si tu les mets, moi je parie encore sur Adesanya, c'est pas le même niveau. C'est clair. Mais ça reste un combat. Moi, c'est ce que j'aurais voulu voir dans le PFL Afrique, en fait. Je suis d'accord avec toi. Le fait de chercher les Africains, c'est qu'ils sont vraiment en Afrique, pouvoir représenter. Et après, ça dépend de management qu'il y a derrière, tu vois. Ouais. Et quand c'est comme ça, il faut avoir des gens qui disent que il faut penser aussi à des athlètes qui sont vraiment installés en Afrique. Surtout venant de Francis Ngannou. Exactement. Parce qu'en vrai, lui, regarde comment il est parti en Europe. Moi, je pense que c'est pour combattre ce genre de choses, de fait de partir d'une certaine manière. Ouais. Parce qu'on parle de lui, on se glorifie, mais il y a combien de gens comme lui qui meurent, qui n'arrivent jamais en Europe, tu vois. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai un peu vu les choses. Ouais, c'est vraiment aussi de mettre de l'avant nos athlètes personnels, genre les athlètes qui sont vraiment locaux, c'est de le mettre là. Même si tu prends le diaspora, c'est vraiment de leur donner aussi leur chance de pouvoir s'exprimer et de montrer à quel point ils veulent progresser, tu vois. Et ça, c'est important. Alors, je voulais savoir aussi, en fait, pour toi, parce que tu t'exprimes très bien, tu es champion techniquement, tu t'exprimes très bien, et c'est une qualité qui est très rare venant des sportifs, des athlètes maliens. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Ouais. Quand on est au Mali, déjà quand on est boxeur, quand on te demande toi tu fais de la boxe, il dit ah non, on est boxeur, ah non, non. Et taekwondo, non, taekwondo, non, tu vas trouver que c'est un champion. Qu'est-ce que tu penses de cet état d'esprit? Bon, je pense que chacun a sa manière de faire les choses, hein. Mais dire la vérité, c'est souvent important. Au moins que les gens sachent de qui j'ai affaire devant, tu vois. Souvent, il y a pas mal de gens qui me connaissent pas non plus, hein. Donc, je vais pas venir bonjour, je suis Ismaël Coulibaly, non plus. Mais tu vois, comme tu as dit, mais quand on vous pose des questions, c'est que il faut dire qui t'es vraiment, parce que les gens ont besoin de savoir. Ça relève de la confiance en soi. Exactement, en fait. Les gens ont besoin de savoir qui t'es réellement, et souvent même malien télé sur le c'est vrai. Voilà, même si vous avez les réseaux, donc c'est un peu compliqué pour tout le monde de prendre des forfaits, regarder des trucs. Donc si tu as l'occasion ou l'opportunité de te présenter, ça fait rien de prendre 2 minutes pour te présenter et dire que je suis tel, je représente le Mali dans telle discipline, quoi. C'est pas tout le monde qui connaît tout le monde. Et quoi, toi, d'où t'es venu en fait cette aisance de t'exprimer en tant qu'athlète? Comme je te dis, sur notre parcours, ça n'a pas été facile, hein, un parcours malheureux, donc c'est vraiment pour pouvoir donner plus de visibilité aux enfants qui vont arriver derrière nous, parce que nous, le combat, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment d'ouvrir des portes à la nouvelle génération. Mais malheureusement, le combat n'a pas été compris pour certaines personnes. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et même dans nos recrutements, regarde, pourquoi il y a eu pas mal de jeunes qui ont été attrapés parce que tu vois, dans le truc de recrutement. Tout ça là, c'est pour éviter en fait. Donc en fait, nous, notre combat, c'est de nous montrer fièrement, même si il n'y a rien qu'on nous donne pour ça, mais on veut que la jeunesse se réveille, qu'ils arrêtent de dormir, qu'ils s'occupent à aller faire du sport, qu'ils s'occupent surtout à se dire que quoi qu'il arrive, tout est possible. Tu vois, parce qu'il y a un temps pour tout. Mais il ne faut pas trop dormir non plus. Car faut vraiment Dieu, il a trop de travail même, tu vois, au jour d'aujourd'hui. Tu vois, tout le monde veut laisser. Allah avait fait un quai, mais il faut que toi aussi tu pars chercher. Et si tu t'assois à 8 km dans la témina, oui, tous les jours matin, il va te regarder malogan. Sinon, tu n'auras pas le temps. C'est vrai. Ni te m'aura malogan. Il va oublier 11h midi. Qui va te payer? Et Tibolo, comment tu vas faire? Tibolo, comment tu vas faire? Ni Julien Wartik, comment tu vas faire? Mais c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut penser à faire des choses où il y a pas de tu vois, sans autant te trouver dans des trucs bizarres, tu vois. Je sais que ça commence à fatiguer les gars. On va encore remercier Ismaël parce que ça fait à peu près 2 heures qu'on est là en train de papoter. Alors, dis-moi, pour toi techniquement,
Si tu dois composer, par exemple, si c'était un footballeur, le pied gauche de Messi, le pied droit de Cristiano, toi, si tu devais former ton combattant parfait, il aurait quelle qualité MMA? MMA, t'as dit? Ouais. Oh, il aurait qualité strike. Non, mais striking. Striking complet. Ok. Je te jure. Ok. Pied-point. Okay. Fort. Ok. Il va t'allumer de loin. Mais il défonce dur. Ouais. Très dur défonce parce que il va pas chercher à te. Souvent on peut chercher à te ramener, mais moi je préfère être strike. Ouais. Full strike et défense dure lutte. Ouais. Moi c'est que ça. Après voilà, il peut combiner, mais ça sera plus strike, voir des coups vicieux, des coups de coude qui passent de tu vois ce que je veux dire? À la John Jones. Exactement. Super. Donc c'est ça. Moi j'aime bien ça, moi. Super. Alors bro, est-ce qu'il y a un sujet qu'on devait mentionner dont on n'a pas spécialement parlé? Non, pas forcément. Franchement, on a tout dit. Ouais. Et surtout, encore une fois, tu vois, c'est parler de tout ça, ça permet à certaines personnes où est restitué par rapport à ce que nous on fait et comment nous on vit avec ce sport-là. Et quelles sont les difficultés et les avantages surtout. Exactement. Il ne faut pas qu'ils se disent que voilà, c'est facile, Non, c'est pas du tout facile. Donc, moi je salue l'initiative que tu mets et surtout les médias qui cherchent à nous voir ou même à parler avec nous. Et on les remercie aussi. C'est grâce à tout ce que vous faites. C'est l'environnement médiatique. Exactement. Il est fin fort, franchement ça m'a fait plaisir. Par exemple les sponsors et tout ça. Bon, je félicite encore une fois mon grand frère Daba Modibo qui est maintenant avec Petrobama, tout ça. Ouais. Franchement c'est une fierté encore et il mérite encore mieux, et comme tous les athlètes ou comme tous les grands champions du Mali qui méritent encore ces genres de reconnaissance surtout de partenariat. Exactement, donc c'est vraiment quelque chose à saluer. Et on lance un appel aussi aux gens, et aux ministères, aux sponsors qui nous regardent aujourd'hui, qui vont peut-être regarder ces podcasts-là, et c'est de leur dire qu'on a besoin d'eux. On a besoin d'eux qu'ils arrivent à mettre les moyens, qui nous sponsorisent, qui pensent aussi au sport de combat, quoi. Le sport de combat, c'est le sport le plus dur au monde. Parce qu'on n'est pas 10, on est 1. Et en plus, on ne joue pas. Exactement, tu ne peux pas jouer. À tout moment, tu peux mourir. À tout moment, tu peux prendre des coups qui peuvent vraiment te nuire. Te nuire même. Par exemple, les coups dans les parties, ça peut arriver. Ça arrive dans plusieurs combats, tu vois. Et ce n'est pas fait exprès. Mais quand ça arrive fort. On a des coquilles qui explosent souvent. Et c'est très, très compliqué. Il faut qu'ils prennent conscience. On a des opérations de genoux, on a des opérations... Tout le monde a ça. Mais nous, précisément, le sport de combat, on a tout le temps des blessures. C'est vrai. Même quand tu gagnes, tu peux gagner et c'est toi qui es blessé. Exactement. Après, en combat, on est tout le temps blessé. Mais il faut qu'ils pensent vraiment à ça et à notre reconversion. On cherche à venir au Mali. Pour ceux qui sont de la diaspora, c'est très important, c'est vrai. C'est important pour nous qu'on revienne ici chez nous, qu'on est bien, qu'on ne pense pas aller mendier non plus. C'est vrai. Tu vois, nos primes, par exemple, les trucs... qu'ils payent les primes. Exactement. Ça, il ne faut pas aller par 26 000 chemins, qu'ils payent les primes. Exactement. Donc, c'est à saluer et puis à te dire encore merci, frérot, et bonne chance pour le fight qui va arriver, Inch'Allah. On va le préparer ensemble avant que je parte. Et ça me fera énormément plaisir, Inch'Allah, de te regarder à travers mon écran et que tu gagnes, tu ramènes. Dosso, il va dormir. Il regarde souvent. Il est devenu un follower. Il suit maintenant tous les podcasts. Il like les stories, tout ça. On le salue. J'espère qu'il sera prêt. Moi, en tout cas, il n'est pas mon ami pour l'heure. Le Dosso. J'espère que tu as un peu relâché la pression. Tu as bu un peu d'eau parce que ça va bien se passer, mais pas pour toi. En tout cas. Alors, merci beaucoup, bro. Et je voulais aussi mentionner, en fait, tu reçois pas mal d'attention de l'ambassade, de tout ce qui est, on va dire, des structures françaises, tout ça. Et c'est assez normal. C'est vrai qu'avec le climat politique, c'est des choses que quand tu les mentionnes, les gens le prennent d'une certaine manière. Mais comment ça marche exactement? Avec l'ambassade? Avec l'ambassade, avec Liberté, tout ça.
Bon, déjà, pour commencer, c'est avec Liberté, j'ai eu accès à l'ambassade. Ok. Parce que l'école libertaire m'a soutenu vraiment. J'ai salué encore une fois la directrice, Karine, et tout ce qui étaient dedans qui m'ont aidé sur l'équipe. Et encore une fois, c'est grâce à mon entraîneur. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, le monde est petit. Quand je suis venu la dernière fois, il a dit, bon, lui, il travaille, il entraîne les gens là-bas, il entraîne les petits, il a son créneau. Donc, il est parti, il a parlé, oui, il a formé tel champion. Et il a dit, moi, je suis là, voilà, il arrive, il faut que je vous mettre en contact, vous allez parler, et puis tu viendras voir les petits à l'école et tout ça, leur parler juste de mon parcours et tout ça. De ce que tu as accompli. Exactement. Donc, en parlant de mon parcours avec les enfants, ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est là que tu te rends compte que même les enfants du pays ne connaissent pas leur champion. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même les enfants du pays, tellement on n'est pas valorisé, les enfants de notre pays ne reconnaissent pas leur champion. Bah oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple sur Cheikh Cissé. Ouais. Cheikh Cissé, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, tu le vois tout de suite. Et lui et Willy Dambo, ils font et tout ça, tu vois, c'est des gens qu'on le voit partout. Ouais. Donc, pourquoi nous on le fait pas? Parce que vous avez été dans les mêmes eaux, vous avez pêché dans les mêmes courants. Exactement. Même avant, nous on a pêché avant eux-mêmes. Ah, t'as vu? Moi, ça c'est de l'injustice en fait. Exactement. Donc, on veut pas mettre en avant nos champions. Vous savez, quand je suis parti à Libertaire, c'est ce que j'avais vu directement, que les petits, ils savent pas qui nous sommes. Donc, on a parlé de parcours, de comment ça a commencé, comment ça se fait que tu as gagné beaucoup de médailles. Et vraiment, Libertaire, ça a été un vrai soutien pour moi. Et derrière l'ambassade, quand on a fait des appels vidéo, tout ça, l'ambassade, ils étaient là, ils ont vu, ils m'ont aidé, ils m'ont dit ah, bon, on va t'aider quand même à faire de la communication par rapport à ta préparation vu que tu es en France depuis longtemps. Donc voilà, c'est à partir de là que j'ai eu ce lien-là avec l'ambassade et tout ça. Donc après, moi, j'ai rien à voir avec la politique. Non, je vois ce que tu veux dire. Non, je le dis pour les spectateurs en fait, parce que les gens, ils ont tendance à se déchaîner en commentaire quand ils entendent un terme sans chercher à comprendre. C'est ça. L'explication fait quoi fait. Donc quoi, en fait, moi, c'est à partir de là. Mon entraîneur a parlé de moi. La directrice, il nous a mis en contact. Voilà, moi je suis arrivé, j'ai posé les trucs. J'ai vu les enfants, ils étaient contents. Initiation taekwondo, tu sais, quand tu pars sur mon TikTok, mes réseaux sociaux, tu verras. Initiation taekwondo. Le jour que je suis entré même dans l'école. Le réseau, c'est Ismaël Koulibaly. Ismaël Koulibaly, Instagram, Ismaël Koulibaly 92. Et l'autre, TikTok, c'est Ismaël Koulibaly aussi, 1900 et tel. Tu vas taper Ismaël Koulibaly, tu verras. Donc, quand je suis parti à l'école libertaire, à ma grande surprise, je suis rentré, les enfants, ils étaient affolés. Ils étaient tous, waouh, Ismaël Koulibaly. Et j'étais pas prêt. Je suis ouf. Bon, d'accord, on va avancer quand même. Donc, franchement, ça m'a fait énormément plaisir parce qu'ils m'ont Ils ont été chaleureux. Ils ont été chaleureux. Après, ils m'ont mis des vraies lettres, genre des petits mots d'encouragement. Ça, c'est trop mignon, ça. Franchement, ça m'a vraiment touché. Et je me suis dit, tu vois, si on était mis un peu plus de l'avant, je pense que la jeunesse... Ça créerait beaucoup plus de champions. Exactement. Ça peut être le déclic pour un gamin super talentueux qui va devenir le champion de demain. Mais si toi-même, tu vois que ton champion, là, il galère déjà à avoir son truc, il va dire, mon fils, il va faire quoi dans ça? C'est pas attractif. Exactement, il va même chercher tu vois. Ça décourage. C'est ça, tu vois que l'athlète que j'ai souvent dit ça parce que il y a un moment, c'est toujours un de mes projets d'ailleurs. Je voulais faire une organisation de combat. J'avais commencé, j'avais ma petite caméra, on faisait des photos, on faisait des sparring, tout ça. Je disais aux gars, mais en fait, si toi tu vois que tu suis la vie d'un footballeur, parce qu'il a l'air bien. C'est ça. Si tu suis la vie d'un Connor, d'un grand combattant, c'est parce qu'il a l'air bien. Exactement. Si toi derrière tu es inspiré par ce combattant, mais il faut faire l'effort un minimum d'avoir l'air bien, tu vois. Exactement. C'est pas parce que tu combats que tu es obligé de te présenter comme un barbare, tu vois. Non, c'est pas forcément ça. Ça n'a rien à voir. C'est ça. Il y en a Ismaël des fois qui est mannequin à 16 heures. De temps en temps, comme nous aussi, souvent j'aime bien prendre des photos ou même travailler. J'ai un petit... tu vois, le monde est tellement... Je sais pas comment te dire. Le monde est tellement tout est connecté, bizarre. En fait. Tout est connecté. Ouais. C'est un petit qui faisait du taekwondo, qui est du Niger, qui s'appelle Suleiman, il dit.
Et franchement, au jour d'aujourd'hui, c'est mon frangin de notre mère. Ok. Et Ndoranido, mais Moussouare, Dena, c'est pas de la même famille, tu vois. Ouais. Le petit, il est tout le temps avec moi. On filme des mariages ensemble, on fait des photos. Et c'est moi le modèle qui prend. On travaille, je dis vas-y, on fait ça, on fait ci. Ouais. Il est content, lui, il est content. Ça fait de nous, de nos heures perdues, des petits mannequinats, des photos, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est pour prendre plaisir que lui, il est content, moi, je suis content. Donc c'est vraiment une famille. Alors, je pense que si tu as des derniers mots, je pense que tu les avais déjà formulés avant, mais bon, si tu as quoi que ce soit qu'on n'a pas mentionné, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Ouais. C'était un moment super, c'était cool. Donc, à toi l'antenne. Franchement, le seul truc que j'ai à dire, c'est de remercier tout le monde, ma famille, ma soeur qui se bat tout le jour à côté de moi et mes frères. Et encore une fois, je ne peux pas me lever de ce plateau sans remercier mon entraîneur qui s'appelle Drissa Koulibaly et les grands maîtres du taekwondo, maître Yankee, ceinture noire 6e dan ou 7e dan, je crois. Et tu as encore aussi celui qui a ramené le taekwondo au Mali. Il s'appelle Mamadou Sow. Ouais. Celui qui a été la cause de ce sport. Exactement, qui a ramené ce sport-là au Mali. Et je salue la Fédération malienne de taekwondo ainsi qu'au ministère, mais qui pense aussi à nous gérer, quoi. Je salue tout le peuple malien. Et alors, toi aussi, Steve, mon frère. Merci, ça fait plaisir. Merci à toi, tu m'aides beaucoup pour la prépa. Si il apprend ça, je pense qu'il va pas se pointer, mon gars. On va le faire bien, t'inquiète. Alors les gars, merci à tous de suivre. Likez, commentez votre point de vue. Akase m'a dit de ne plus dire disliker si vous n'aimez pas. Commentez votre point de vue. Si vous n'avez, c'est impossible que vous ayez écouté jusqu'ici. C'est à peu près 1h40 que vous n'avez pas quelque chose à dire en commentaire. Donc partagez avec votre entourage. Partagez un maximum parce que le sport malien a besoin de ça. Les arts martiaux maliens ont besoin de ça. Et prenez soin de vous. À une prochaine fois dans les escapades. Et n'oubliez pas. Maintenant, je suis bling bling, je suis comme Lamine Yamal, tu vois. Alors.